L'énergie électrique au cœur du développement local reste un bien précieux, mais encore inégalement réparti au Cameroun. Alors que de nombreuses zones rurales vivent au rythme des délestages ou de l'absence totale de l'électricité, une question s'impose. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent-elles changer la donne? OTV4 a voulu en parler. Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Ongeni Ateba, bonjour. Bonjour, Madame Daina Bendipanda. Bonjour à vos millions de télé, je sais pas, internautes, voilà. Alors, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Je vous en prie, toujours honoré d'être des vôtres quand je suis sollicité pour éclairer la lanterne de vos internautes. Merci. Alors, nous allons rappeler, Docteur Ongeni Ateba est économiste, également logisticien des transports. Alors, dites-nous, comment décririez-vous aujourd'hui l'accès à l'électricité au Cameroun, notamment dans les zones rurales? Quels sont, selon vous, les principaux défis? En zone rurale, la population rurale qui a accès, le lieu de l'aide à l'énergie, aussi autour de 25%. Ça, c'est la moyenne des dernières statistiques. Ça suppose qu'il y a 75% de cette population-là qui n'a pas accès à l'électricité. Et vous savez, l'électricité, c'est un peu ce que l'on appelle le secteur névralgique d'une économie. En zone urbaine, le ratio est quand même relativement impressionnant parce qu'on a à peu près 50 à 65% de la population urbaine qui a accès à l'énergie. Ça veut dire qu'il y a 35 à 40% qui sont délaissés. Et donc, il y a un déficit criard en zone rurale. Vous pouvez être même à 15 km de Yaoundé. Je vous prends mon exemple. Quand vous êtes dans un carrefour Colbison, je suis à 15 km de là, mais l'accès à l'énergie dans mon village, c'est pas une chose facile. Les défis sont légion. Parce que quand vous observez le niveau de production de l'énergie au Cameroun, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements en valeur relative depuis près de 60 ans aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même se rappeler que en 1960, le Cameroun avait à peu près 800 mégawatts d'énergie et les zones rurales avaient quand même accès dans certaines zones. Mais en réalité, la population a grandi. Les zones rurales se sont également accrues. Mais l'augmentation du nombre de mégawatts n'a relativement pas augmenté pour satisfaire les populations en zone rurale. Et donc, il y a des défis qui sont énormes. Les défis infrastructurels d'abord, les défis liés au transport, les défis liés à la distribution de cette énergie pour qu'elle puisse arriver à ces zones rurales. Alors, les collectivités territoriales décentralisées ont-elles réellement un rôle à jouer dans le secteur de l'énergie ou alors cela reste-t-il encore essentiellement du ressort de l'État? La loi de 2004 entérinait déjà ce transfert de compétences. Et lorsqu'on parle de transfert de compétences, la loi parle d'un transfert dans la progressivité. Donc, est-ce que vous savez même que pour gérer, par exemple, une carrière qui est dans votre village, j'imagine, tout le monde ici a un village, vous et moi, une carrière relève la compétence des CTD. Ça, c'est le lieu de le rappeler. Et je rappelle que la carrière fait partie de ce que l'on appelle les richesses minières. C'est en réalité une mine. Donc, vous voyez jusqu'où la décentralisation peut aller avec le transfert des compétences. L'État central a des difficultés, n'est-ce pas, à se départager, c'est-à-dire a du mal à laisser cette couverture. Mais il va falloir la laisser parce que ce serait plus efficace au niveau des CTD. Les textes sont là, le transfert des compétences a été matérialisé au niveau des textes, mais ça va à pas de tortue. Pourquoi ce manque de, je veux dire, diligence? En fait, le problème n'est pas spécifique au Cameroun, hein. Il faut savoir que dans tous les pays du monde où on parle de la décentralisation, c'est relativement difficile. Je prends un peu la symbolique d'une dame qui a épousé, par exemple, son mari et qu'elle doit, à un certain moment, ne pas le partager parce qu'il y a une coépouse qui arrive. En fait, l'État central voit la décentralisation, les CTD comme des coépoux. En fait. Voilà, donc il y a un problème de gestion, n'est-ce pas,
du butin, si vous me permettez l'expression. Tous les pays du monde ont ce problème. Vous imaginez les, les autorités, les acteurs qui doivent gérer, par exemple, un contrat de gestion, par exemple, ou un projet de construction, je ne sais pas moi, un barrage qui doit être piloté par la technostructure administrative, par exemple, du ministère de l'énergie et l'eau. Et lorsque ça échappe à ces fonctionnaires-là, et que ce sont les CTD qui doivent dorénavant gérer les, les conseils régionaux et les collectivités territoriales décentralisées, autres mairies et autres. Vous voyez que on a là un projet qu'on ne maîtrise pas en commençant de l'appel d'offres et toute la gestion liée au financement et autres. Ça va échapper à l'État central au profit des collectivités territoriales décentralisées. Alors, sur le plan légal et institutionnel, que prévoit la décentralisation au Cameroun en ce qui concerne l'énergie électrique? Les CTD disposent-elles des moyens juridiques pour Le intervenir? cadre réglementaire a été pensé. Il est là depuis les décrets du chef de l'État sur la mise en place de la décentralisation qui résulte déjà de notre constitution de 96 qui mettait déjà la décentralisation au cœur du développement d'un État. Donc, vous voyez que le texte juridique le plus puissant du Cameroun, qui est la Constitution, parle déjà de la décentralisation avec le transfert des compétences vers les collectivités territoriales. Et dans ce transfert des compétences, il y a justement le transfert des compétences liées à l'énergie et à d'autres secteurs sociaux. Parce que il n'y a que les collectivités territoriales décentralisées qui maîtrisent les besoins des populations en matière d'offres et de demandes de l'énergie. Si les CTD avaient les moyens de gérer certaines activités comme la décentralisation électrique de l'énergie, ma foi, je crois que l'État central ne serait plus dans le principe de progressivité là. Justement, à cet effet, avez-vous connaissance d'exemples au contraire où les collectivités territoriales décentralisées ont initié ou soutenu des projets d'électrification locale? Les exemples sont légion, hein. Je voudrais quand même rappeler, quand vous prenez par exemple la commune de Tchang, qui a mis en place un projet pharaonique de développement, n'est-ce pas, de l'énergie là-bas dans cette collectivité territoriale décentralisée. En réalité, ça a fait l'objet de débats au niveau central et autres. Et on est arrivé à l'implémentation, la gestion des projets qui ont été mis en place parce qu'il faut bien savoir qu'il y a une autre approche où, n'est-ce pas, les populations en lien avec les chefferies, en lien avec les collectivités territoriales décentralisées, analysent, observent les besoins en termes de demande et offres au niveau de leur localité là-bas. Il y a eu des avancées. Les exemples sont légion. Mais il faut quand même rappeler que dans le cadre de l'électrification rurale, on pense parfois qu'il est facile de développer le soleil, de développer l'énergie photovoltaïque, de développer l'énergie éolienne. Mais on oublie parfois que l'énergie, ces énergies nouvelles, hein, voyez-vous, à côté de ce n'est pas produit au Cameroun. Vous voyez les devises qu'il faut lever pour pouvoir les importer. Alors, vous avez justement parlé tout à l'heure de la commune de Chang qui fait de grandes choses. Nous saluons à cet effet le maire Kemle et nous l'encourageons. Vous avez les encouragements de OTV4, monsieur le maire. Alors, quels sont, à votre avis, les freins majeurs qui limitent l'action des collectivités dans ce domaine? C'est un manque de financement, un manque de compétences ou toute autre chose? Première chose, la question du financement. Le transfert du budget ne pose plus un problème. La décentralisation fiscale, elle est là, la décentralisation budgétaire, elle est là. Mais de quel budget parle-t-on dans les collectivités territoriales décentralisées? Est-ce les centimes additionnels communaux? Est-ce la taxe liée, par exemple, à l'insalubrité? Est-ce les petits 100 francs, les tickets que ces communes prélèvent dans les marchés chez les banques et les revendeurs et autres? En réalité, les communes sont encore faibles en matière de dotation budgétaire et même les 15% de l'État à l'heure allouée ne sont pas suffisants. Dès qu'on évacue la question financière,
il y a la question quand même du capital humain, l'expertise. Est-ce que dans nos mairies et autres, lorsqu'on va lancer un appel d'offres pour la construction d'une mini-centrale hydroélectrique, par exemple, dans mon village, en Kolbo, il y a une chute, je vous le rappelle, et j'invite l'État du Cameroun à venir exploiter cette chute. C'est une chute qui peut quand même fournir à mon village près de 30 mégawatts. Mais est-ce que mon village, Okola, dont dépend mon village, a l'expertise, les ingénieurs, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faudra d'abord chercher l'expertise, même s'il faut chercher l'expertise ailleurs. Et donc, il y a ces problèmes d'ordre technique, financier, et maintenant avec l'environnement lié à d'autres facteurs endogènes et autres. Donc, pour qu'elles soient bien positionnées, elles doivent elles-mêmes se vendre, se mettre en valeur. En réalité, parce qu'il faut savoir que on peut avoir des partenariats. C'est le lieu de le dire. Les GESCOM se sont déroulés avec les communes et villes unies du Cameroun. Beaucoup ont eu des partenariats qui leur permettront quand même de lever des fonds et autres. Mais ce n'est pas suffisant parce que dans l'architecture budgétaire des collectivités territoriales décentralisées, la part qui est réservée, c'est-à-dire ce qu'elles produisent elles-mêmes, doit relativement être supérieure à ce que l'État va leur reverser. Docteur, quelles solutions ou recommandations proposez-vous pour les CTD afin qu'elles puissent réellement jouer leur rôle dans l'accès équitable à l'électricité au Cameroun? Alors, je vous invite à lire un article que j'ai publié l'année dernière sur les bases de données Internet. C'est ce que j'ai appelé la production de l'énergie au Cameroun par avantage comparatif des villages, arrondissements, départements et régions. Dès que je l'ai dit, vous voyez un peu les collectivités territoriales décentralisées qui sont interpellées. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle qui voudrait qu'on produise de l'énergie en Atigal et qu'on veuille la livrer en Moulvoudaï, vous voyez le nombre de kilomètres à parcourir. C'est le transport de l'énergie hydroélectrique qui coûte plus cher, 2 fois plus cher que la construction d'un barrage. Et donc, on s'est rendu compte dans nos travaux que c'est le modèle que le Cameroun a choisi depuis des années. C'est pourquoi, voyons, on construit un barrage. Le barrage, là, il est disponible, mais l'énergie n'arrive pas. L'énergie n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte à la fin que le transport coûte énormément cher. Quand on dit transport, il faut indemniser toutes les populations qui sont le long où les pylônes vont être positionnés. Et le matériel lié, n'est-ce pas, à la construction, à la mise en place de ces pylônes, c'est un matériel qui coûte extrêmement cher. Il faut l'importer. Ça relance encore la problématique, n'est-ce pas, des devises pour importer tout ce matériel sur les 1500 km. C'est relativement peu. Or, nous proposons dans ce modèle énergétique que l'on cible l'avantage comparatif que chaque village a. Je vous ai parlé de mon village natal, Kolbo, qui a une chute. Imaginons le nombre de villages qui ont des chutes. Imaginez le nombre de villages qui ont un cours d'eau. Si vous avez une chute, si vous avez un cours d'eau, la collectivité territoriale dont votre village dépend peut lancer le projet, l'appel à candidature, l'appel d'offres pour la construction, n'est-ce pas, des mini-barrages. Ça coûte relativement moins cher d'exploiter ces chutes en des petits milliards. Et lorsque cette énergie est produite, elle doit d'abord servir le village. Le gouvernement et les CTD doivent se lancer dans ce modèle énergétique par avantage comparatif des villages, arrondissements et régions. Alors, docteur Ongene Ateba, merci pour cet éclairage. Ça a été un véritable moment de partage. Merci. Le plaisir a été également, j'espère, avoir satisfait à l'antenne de vos internautes. Je serai toujours honoré d'être des vôtres lorsque je serai sollicité. Nous ne saurons terminer sans remercier Sahotel pour son hospitalité. Sahotel est situé en Koulou-Carrière, pas très loin du carrefour Sile. L'accès à l'énergie est un levier majeur de développement et les collectivités territoriales décentralisées, si elles sont bien outillées, peuvent en être un acteur de premier plan. C'était Entretien avec Dr Ongene Ateba, économiste et logisticien des transports. À très bientôt pour un autre numéro.